Alors, quel est le point commun entre, disons, faire ses courses au supermarché et la décision d'une usine d'investir dans de nouvelles machines? Bon, a priori pas grand-chose, on est d'accord. Et pourtant, au cœur de ces deux mondes, il y a une logique qui est quasiment identique. Ça, c'est fou. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette structure de pensée, cette mécanique surprenante qui guide à la fois les consommateurs et les entreprises dans leurs choix les plus cruciaux. En fait, tout part d'un constat. Un constat qui nous concerne tous. Que l'on soit un simple particulier ou une énorme multinationale, on fait tous face à la même réalité. Nos désirs, nos ambitions, nos envies, ils sont infinis. Le problème, c'est que les moyens pour les satisfaire, que ce soit notre salaire ou le capital d'une boîte, eux, ils sont bel et bien limités. Et voilà, ça c'est le problème économique fondamental. Du coup, cette tension permanente entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, ça nous oblige à faire des choix. Tout le temps. Acheter ce café ou mettre de côté. Pour une entreprise, embaucher quelqu'un de plus ou investir dans un nouveau logiciel. La vraie question, la question centrale, c'est donc comment est-ce qu'on prend la meilleure décision possible avec les cartes qu'on a en main? Heureusement, l'économie a développé des modèles pour nous aider à y voir plus clair. Allez, voici le programme. D'abord, on va poser les bases du choix économique. Ensuite, on va plonger dans la tête du consommateur, puis dans celle du producteur. On verra comment, au final, leur logique se rejoint de manière assez bluffante avant de conclure sur ce que tout ça nous apprend concrètement. C'est parti. C'est parti pour la première section. Et pour bien comprendre toute cette histoire, il faut commencer par présenter les deux acteurs principaux de notre pièce, le consommateur d'un côté et le producteur de l'autre. Alors, d'un côté, on a le consommateur, en gros, c'est nous tous. Son objectif, c'est de maximiser sa satisfaction personnelle, son bonheur si on veut avec ce qu'il achète. Les économistes ont un mot un peu formel pour ça, l'utilité. Et de l'autre côté, on a le producteur, l'entreprise qui, elle, cherche à produire le plus possible avec les ressources dont elle dispose. Leurs objectifs sont différents, c'est clair, mais vous allez voir que la manière de les atteindre, elle est étonnamment similaire. Ok, on commence par le consommateur. La grande question pour lui, c'est comment choisir la combinaison de produits qui va le rendre le plus heureux possible. Tout ça, bien sûr, sans faire sauter la banque. Pour mettre tout ça en équation, les économistes ont un outil qu'ils appellent la fonction d'utilité. Alors le nom a l'air un peu barbare, je vous l'accorde, mais l'idée derrière est super simple. C'est juste une formule mathématique qui représente les préférences de quelqu'un. En gros, ça donne un score de satisfaction pour n'importe quelle combinaison de produits. Par exemple, un certain nombre de livres et de places de ciné. Bien sûr, les désirs, c'est bien beau, mais il y a la réalité. Et la réalité, c'est la contrainte budgétaire. Autrement dit, le budget. C'est tout bête. La formule que vous voyez, R égale XPX plus YPI, elle dit simplement que notre revenu, le fameux R, est égal à ce qu'on dépense, c'est-à-dire la quantité du produit X fois son prix, plus la quantité du produit Y fois son prix. Voilà, c'est le cadre, la limite de notre terrain de jeu. Ok, alors comment on prend la décision finale? En fait, la logique est super intuitive, vous allez voir. Première étape, il faut se connaître soi-même. Quelles sont mes préférences? Combien de produits Y je serais prêt à sacrifier pour avoir un produit X en plus? C'est notre taux d'échange perso. Deuxième étape, on regarde le marché. Combien de Y je dois sacrifier pour m'acheter ce X en plus, vu les prix? Et la troisième étape, c'est le point d'équilibre. Le choix parfait, c'est quand ce que je suis prêt à échanger est pile égal à ce que le marché me force à échanger. Et tout ce raisonnement, les économistes le résument en une petite formule. Ce fameux TMS, le taux marginal de substitution, c'est tout simplement notre taux d'échange personnel, nos goûts, et le rapport PX sur PY, c'est le taux d'échange imposé par le marché. La satisfaction maximale, le bonheur, il est atteint quand les deux sont égaux. C'est vraiment le point magique où ce qu'on veut colle parfaitement à ce qu'on peut s'offrir. Et si on regarde ça sur un graphique, la solution est même assez jolie, assez élégante, vous voyez la ligne droite. Ça, c'est notre budget, tout ce qu'on peut acheter. Les courbelles, ce sont les courbes d'indifférence. Imaginez-les comme des niveaux de bonheur. Plus on est sur une courbe haute, plus on est content. Le but du jeu, c'est simple, atteindre la courbe de bonheur la plus élevée possible, mais sans jamais quitter notre ligne de budget. Et le point optimal, c'est ce point de contact unique, là où la courbe vient juste toucher la droite. Les matheux appellent ça un point de tangence. Bon, maintenant, on change de casquette. On passe du côté du producteur. Et vous allez voir, le scénario va avoir un air de déjà-vu, mais avec d'autres acteurs. Cette fois, on ne parle plus de produits X et Y, mais plutôt de travail et de capital, c'est-à-dire les machines. Et là, surprise, on retrouve une logique complètement parallèle. Le producteur, lui, il n'a pas de fonction d'utilité, mais une fonction de production. En gros, c'est sa recette de cuisine, sa technologie. La formule QLK, elle décrit tout simplement combien de produits finis, le fameux Q, l'entreprise peut fabriquer si elle combine une certaine quantité de travail, L pour labor en anglais, et de capital K, c'est-à-dire des machines, des usines, etc. Et tout comme le consommateur, le producteur a aussi une limite, son budget. Sauf que là, on appelle ça la droite d'Isoku. Regardez la formule.
CT égale WL plus RK. C'est le miroir parfait de la contrainte budgétaire. Le coût total, ou CT, c'est simplement le coût du travail, le salaire W fois le nombre d'heures L, plus le coût du capital, le prix des machines R fois leur nombre K. C'est le portefeuille de l'entreprise, si vous voulez. Ça commence à vous dire quelque chose, non? C'est tout à fait normal. La logique du producteur, elle suit exactement, mais alors exactement les mêmes étapes. 1. Il regarde sa technologie. De combien de machines je peux me débarrasser si j'embauche une personne en plus sans que ma production baisse? Ça, c'est son arbitrage technique. 2. Il regarde les coûts sur le marché. Combien me coûte un employé par rapport à une machine? Et 3. Il trouve le point idéal, le point où son arbitrage technique interne correspond pile poil au ratio des coûts du marché. Et bien sûr, il y a une formule pour ça. Le TMST, ou taux marginal de substitution technique, c'est le jargon pour parler de son arbitrage technique interne. Le rapport W sur R, ça c'est le ratio des coûts, ce que le marché lui dit. L'efficacité maximale, elle est atteinte quand ces deux trucs sont égaux. Franchement, la ressemblance avec la règle du consommateur est bluffante. Et encore une fois, le graphique rend tout ça très clair. La ligne droite, c'est le budget de l'entreprise, sa droite d'iso-coût. Les courbes, cette fois, on les appelle des isocans. Chaque courbe, c'est un niveau de production identique. L'objectif, maximiser la production pour un budget donné. Il faut donc grimper sur l'isocan le plus élevé possible, tout en restant en contact avec la ligne de budget. Et la solution, encore et toujours, c'est ce fameux point de tangence. Voilà, on arrive au moment clé, le cœur de notre analyse. Le moment où nos deux histoires parallèles, celle du consommateur et celle du producteur, vont finalement se rejoindre. Et là, on va toucher à quelque chose de vraiment fondamental sur la nature du choix économique. Regardons ce tableau. C'est le grand reveal, si vous voulez. C'est là que tout prend son sens. D'un côté, le consommateur veut maximiser son utilité, son bonheur. De l'autre, le producteur veut maximiser sa production. L'un est limité par son revenu, l'autre par ses coûts. Mais la règle du jeu pour trouver la meilleure solution est la même. Il faut toujours égaliser un taux d'échange interne, nos goûts ou notre technologie, avec un taux d'échange externe, les prix du marché. La structure du problème, la logique, est rigoureusement identique. Et ce principe qui unifie tout ça, il a un nom. C'est l'optimisation sous contrainte. Et croyez-moi, c'est l'un des concepts les plus centraux, les plus puissants de toute l'économie. Ça décrit tout simplement le processus qui consiste à faire de son mieux, à faire le meilleur choix possible quand on ne peut pas tout avoir. Que le but soit le bonheur ou la production, la logique pour y arriver, elle, ne change pas. Ok, tout ça, c'est bien beau, des formules, des graphiques, mais concrètement, dans la vraie vie, à quoi ça sert? C'est la question importante et c'est ce qu'on va voir pour conclure. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces modèles, même s'ils sont évidemment des simplifications, nous offrent une grille de lecture super puissante. Ils nous rappellent que l'économie, au fond, c'est l'art de faire des choix, des arbitrages. Et cette logique d'optimisation sous contrainte, elle ne s'applique pas juste à nos courses ou à une usine. Pensez aux décisions d'un gouvernement qui doit gérer un budget limité. Ce sont des sortes de cartes, en fait, qui nous aident à nous orienter dans le monde complexe des décisions économiques. Par contre, il y a un mais. Tous ces beaux modèles reposent sur une hypothèse assez forte, que l'on est tous des êtres parfaitement rationnels, des supercalculateurs. Alors pour finir, je vous laisse avec une question. Que se passe-t-il quand nos émotions, nos biais, notre psychologie un peu chaotique viennent s'en mêler? Ah, là on ouvre la porte à un tout autre domaine passionnant de l'économie. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi